OK, maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la membrane plasmique. Donc, on vient de voir un peu le noyau, ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, membrane plasmique, et éventuellement, je vais aller vers les organites qui composent le cytoplasme, puis ça va terminer le cours de biologie cellulaire. La membrane plasmique, on l'a vu tantôt, c'est vraiment une barrière physique qui va protéger tout le contenu intérieur de la cellule. Donc, je vous dirais que la première fonction d'une membrane cellulaire, peu importe le type de cellule, c'est de protéger. Okay? S'il y a une ouverture, une lésion, donc une ouverture dans la membrane qui va se briser, évidemment, c'est problématique parce que le contenu interne de la cellule va se libérer vers l'extérieur et, bien évidemment, imaginez-vous un ballon, une balloune là, qui est gonflée puis qui a de l'eau à l'intérieur. Et je crève la balloune, qu'est-ce qui arrive à l'eau? Bien évidemment, elle risque de sortir à l'extérieur. Donc, la balloune étant la cellule, la membrane, bien, si je perce la membrane, le cytoplasme se ramasse à l'extérieur. Et la cellule n'est pas fonctionnelle, elle va mourir, évidemment. En plus, bien évidemment, la membrane cellulaire, si tu prends un globule rouge versus un neurone qui a une forme allongée, bien, cette forme-là va vraiment être déterminée par des structures dans la membrane cellulaire au niveau du cytosquelette, exemple, qu'on verra tantôt. Donc, la forme est importante, puis maintenant que les notions que vous avez, vous ne pouvez plus sous-estimer la forme. Vous savez que la forme, que ce soit la forme d'un organe ou d'une cellule, c'est toujours relié à la fonction, hein? L'anatomie versus physiologie qu'on parle souvent depuis le début de la session. Bien, la membrane plasmique, on peut dire qu'indirectement, peut avoir un impact sur la fonction cellulaire. Pourquoi je dis ça? Bien, si je vous pose la question, si je change la forme de la cellule, est-ce que j'ai la même fonction? Bien sûr que non. Donc, si la membrane cellulaire change, ben, la cellule peut perdre sa fonction. Et là, vous dites, ouais, mais ça se peut pas, y a-t-il une maladie qui fait ça et tout? Ben, il y en a plusieurs, mais la plus évidente pour moi, c'est le cancer. Si vous étudiez un peu l'oncologie un jour dans votre carrière, vous travaillez avec les gens qui souffrent du cancer, bien, il y a plusieurs choses qui se passent chez une cellule cancéreuse. Mais un des premiers événements, c'est qu'elle perd sa forme. Il y a une réorganisation du cytosquelette. Fait que je peux prendre une cellule épithéliale au niveau de la peau, exemple, qui a une forme triangulaire et assez allongée. Bien, si vous avez un cancer de la peau, cette forme-là, triangulaire, va se perdre et elle devient arrondie. Souvent, les cellules cancéreuses prennent une forme ronde. Et peu importe la forme, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps ou dans tous les cancers, mais il y a souvent un changement de forme. Plus le cancer va avancer dans sa progression, plus que vous savez peut-être, il y a différents stades, stade 1 à 4, exemple, mais plus que le cancer devient agressif et tout, plus que la cellule va perdre sa fonction, on va dire qu'elle va se dédifférencier, elle va perdre sa spécialisation et une des premières étapes, c'est qu'il y a une modification au niveau de la membrane cellulaire. Et c'est un des indicateurs qui peut nous indiquer que la cellule n'est pas en forme finalement, et ça ne va pas bien. Okay? Donc, ça peut arriver. Bon, évidemment, moi, ce n'est pas un cours de patho, c'est un exemple pour s'amuser. L'idée, c'est juste de comprendre que la membrane cellulaire, la membrane plasmique, ça veut dire la même chose, donne la forme à la cellule et ayant la bonne forme, ça lui permet d'avoir sa fonction. Je modifie la forme, donc si je modifie la membrane cellulaire, bien, la fonction va être impactée, évidemment. Donc, on a déjà deux fonctions ici. Donne la forme qui impacte la fonction, protège, c'est une barrière physique qui protège, et évidemment, ça, on va en parler beaucoup au cours de votre deck et dans mon cours, on contrôle le passage vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule pour les différentes molécules. Donc, il y a des molécules, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la capsule, il y a des molécules qui vont quitter le réseau sanguin, quittent les vaisseaux, sont dans le liquide interstitiel et qui vont entrer à l'intérieur de la cellule, oxygène, glucose, nutriments, peu importe. Et il y a des déchets, du CO2, d'autres molécules qu'on voudrait expulser de la cellule vers l'extérieur, donc dans le liquide interstitiel et éventuellement vers le réseau sanguin. Et évidemment, tout ce passage-là, vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule, est contrôlé par la membrane cellulaire. Éventuellement, bientôt, en fait, dans les prochaines capsules, on va étudier justement les lois et les mécanismes qui vont régir, si vous voulez, l'entrée ou la sortie de ces molécules-là. Et pour l'instant, vous voyez la membrane cellulaire comme une espèce de garde-frontière. Vous allez aux États-Unis en vacances, vous êtes obligé de passer par les douanes, vous rentrez au pays ou non, dépendamment de la menace que vous représentez. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de la membrane cellulaire. Si vous passez de la contrebande et vous faites pincer, ben, vous ne rentrez pas au pays. Ben, c'est la même chose, la membrane cellulaire va décider toi, tu rentres à l'intérieur, toi, tu ne rentres pas, ou toi, tu ne sors pas. Et on verra justement c'est quoi les conditions qui permettent l'entrée ou la sortie des différentes molécules. Mais pour l'instant, on comprend que c'est la membrane cellulaire qui va vraiment contrôler de façon très stricte ce mouvement de molécules-là.
Ensuite, ça on en parle moins des fois, mais la cellule, au niveau de la membrane cellulaire, va assurer vraiment un rôle de communication avec les autres éléments de l'organisme. Je pense beaucoup aux récepteurs hormones. On va voir ça à la fin de la session, le système hormonal, le système endocrinien, mais ça c'est vraiment un excellent exemple qui est facile pour vous de comprendre. J'ai des récepteurs à la surface de la membrane, et si j'ai la bonne hormone qui s'attache au récepteur, ça déclenche une réponse de la cellule. Puis il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner. Mais c'est un peu ça qu'on veut dire, la communication. C'est qu'il y a des hormones ou d'autres substances que vous verrez un jour qui sont produites ailleurs dans le corps, qui, si on a la capacité de s'accrocher à la membrane cellulaire, ça va provoquer un événement X ou Y. Mais si je ne peux pas m'accrocher à la membrane, ben, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de fonction biologique. Et au niveau de la membrane, ben, je peux avoir des récepteurs ou d'autres sortes de structures qui vont permettre justement cette communication-là à distance seulement. Le meilleur exemple, vous n'allez pas retenir ça, on va le faire à la fin de la session, mais peut-être que tu connais déjà des gens diabétiques un peu, tu connais l'insuline, qui est une hormone qui abaisse le taux de glucose sanguin, qui baisse son niveau de sucre. Mais si tu n'as pas le diabète puis tu fonctionnes bien, c'est que ton pancréas fait l'insuline qui va cibler un récepteur à la surface de la cellule qui est spécifique. Et quand l'insuline s'accroche au récepteur, ben, la cellule va réagir. Et là, va pouvoir faire en sorte que ton glucose va baisser. On verra un jour comment ça marche. Mais ce que je voulais te faire comprendre, c'est que le pancréas peut aller agir sur des cellules du foie, exemple. C'est deux organes complètement différents, pas partout situés à la même place, mais l'insuline quitte le pancréas, s'en va au niveau des cellules du foie, et en attachant le récepteur, le foie va se comporter et d'une manière X ou Y, va changer son métabolisme qui va permettre d'abaisser le taux de glucose sanguin. Ça, c'est un exemple de communication inter-organes. Et c'est la membrane qui fait ça. Et la preuve, ça c'est de la culture, c'est pas à retenir, mais certaines formes de diabète, que le récepteur est muté, ne fait pas le travail, quand même bien que je t'injecte de l'insuline, ça ne fonctionne pas parce que justement, le récepteur ne marche pas, donc on ne peut pas réagir à l'hormone, donc un problème de communication entre les deux organes, exemple. Bref, communication. Troisième fonction, donc évidemment, c'est les fonctions à comprendre pour l'examen. Et dans certains cas, on va voir en détail qu'on peut même créer un potentiel électrique. En fait, je vous dirais deux choses ici. Toutes les cellules de votre corps ont un potentiel électrique, un voltage. Donc, la membrane est capable, en ajustant la quantité de charge positive et négative, N A+, Cl-, peu importe, de créer une espèce de courant électrique au niveau de la membrane qui peut avoir différentes fonctions. Il peut avoir certaines fonctions au niveau de l'ovule, exemple pendant la reproduction, vous allez étudier ça en bio 3. Nous, ce qu'on va étudier beaucoup, c'est ce potentiel membranaire-là, électrique au niveau de la membrane, au niveau des neurones. Comment ça se fait que ton cerveau a des émotions, des pensées, des réflexions? Donc, c'est ce potentiel électrique-là que j'arrive à créer ou non au niveau de la membrane des neurones. Et donc ça sera un autre exemple qu'on verra. Mais pour l'instant, on sait que c'est au niveau de la membrane qu'on est capable de partir un courant électrique comme ça, un potentiel électrique. Si on regarde ici un peu la composition de la membrane cellulaire, donc la première chose, il y a principalement trois sortes de molécules au niveau de la membrane. J'ai des graisses, donc des lipides, les sucres, qu'on appelle des glucides, et des protéines, chacun avec leur rôle. Et là, pour voir le dessin, là, la partie brune ici, c'est le liquide interstitiel. Donc, la partie, c'est écrit en fait ici. Donc, c'est la partie externe. Il faut comprendre que ça, c'est l'extérieur de la cellule. Et ce qui est en bleu, c'est intérieur, c'est le cytoplasme. Ce qui sépare les deux, c'est ce qui est les boules mauves ici, c'est la membrane cellulaire. Donc, évidemment, au niveau de la membrane cellulaire, ça, on l'a déjà étudié, il y a plusieurs composantes, lipidiques, glucidiques ou protéiques, mais la première composante de lipides, c'est essentiellement des phospholipides. Donc, en un ici, donc j'en encercle ici. C'est quoi? C'est une double couche. Donc ça, c'est important de comprendre. La composition de toutes les cellules de votre corps, sans exception, on dit que c'est une double couche. Ça veut dire qu'il y en a deux, hein, évidemment. Donc, ça veut dire que j'ai un premier étage de phospholipides ici et un deuxième qui est inversé ici. Et l'ensemble des deux, ça forme ta membrane cellulaire. C'est le principal composant de ta membrane. C'est les briques qui fabriquent ton mur de maison. Les phospholipides, c'est les briques qui s'accrochent ensemble pour fabriquer ta membrane. Pas de phospholipides, pas de membrane, pas de cellules, tout aussi simple que ça. Maintenant, c'est clair qu'elle a une fonction de protection, hein, évidemment. Ça va
influencer aussi le passage des différentes molécules vers l'intérieur et l'extérieur. On verra ça dans la prochaine capsule. Et ces phospholipides-là aussi, ça c'est à titre de culture, je ne demanderai jamais ça à l'examen, mais ça va vous surprendre un peu. Hein? Il y a toujours une espèce de mouvement qui sont. Vous pensez que c'est statique. Mon cours, l'épreuve de bio, on ne le dit pas clairement, donc c'est souvent vous pensez à tort que ça ne bouge pas, c'est passif. Les murs d'une brique, là, je viens de le dire. Mais souvent, les deux voisins comme ça sont très excités, ils vont changer de place comme ça des millions de fois par seconde. Et cette capacité comme ça à se déplacer entre elles ou à se réorganiser, ça amène différentes fonctions. Entre autres, ça permet une auto-réparation. Hein? Je vous parlais au début de la capsule de l'intégrité. Si ici, ça se brise et il y a un trou, on va perdre justement cette substance-là, ce cytoplasme-là, et la cellule va mourir. Jusqu'à un certain point, si la lésion n'est pas importante, pas trop grave, on est capable de réparer. On va éventuellement refabriquer des phospholipides, mais les phospholipides peuvent se déplacer un petit peu. Donc, en se réorganisant et en se déplaçant, on vient de colmater la brèche et empêcher la fuite, comme ça. Donc, la membrane cellulaire, je voulais au moins vous le dire une fois, parce que contrairement à ce qu'on vous dit, les profs, ou ce qui est écrit dans les manuels, on ne conçoit pas ça. Mais il y a vraiment une capacité d'auto-réparation avec une certaine efficacité. C'est pas... je ne peux pas réparer n'importe quel type de lésion, mais quand même, un peu s'auto-réparer comme ça, simplement en déplaçant les phospholipides. Donc, c'est plus qu'une composante de la membrane. Hein? Il y a un rôle actif quand même. L'autre lipide qui est à l'étude, on en a déjà parlé, c'est le cholestérol. Je l'encercle ici. Les petites molécules de cholestérol, comme ça, viennent se planter littéralement dans la membrane et la fonction, c'est de renforcer la membrane cellulaire. La membrane, elle est très fragile chez l'animal, chez l'être humain. Les plantes ont des parois de cellulose, les bactéries, des parois de peptidoglycanes, les levures, c'est autre chose, une hémicète, de la chitine, peu importe. Mais la plupart des êtres vivants sur Terre ont une paroi, c'est comme une grosse couche de sucre qui vient s'accrocher sur la membrane, ça fait comme un bouclier. Nous, les êtres humains ou les animaux, on a perdu ça au point de vue évolutif. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est clairement un désavantage parce que la membrane est moins bien protégée, elle est plus fragile. Donc, notre stratégie au niveau animal, ça a été de prendre du cholestérol et de les planter comme ça, un peu partout dans la membrane cellulaire, ce qui vient la durcir un petit peu. Ça vient vraiment la renforcer. Donc, autrement dit, pas de cholestérol, tu as une membrane qui va se briser plus facilement. Okay? Donc, souvent, vous avez peur du cholestérol, c'est dangereux, bloque les artères, on entend toutes sortes de choses. Trop, bien sûr, peut avoir des maladies génétiques qui fait qu'on métabolise moins bien le cholestérol, mais vous le savez, on l'a vu en début de session, très important pour fabriquer des hormones sexuelles ou d'autres hormones, important pour renforcer vos membranes cellulaires. Donc, évidemment, ça nous en prend une certaine quantité. Et vous connaissez donc vos principaux lipides là, pour la membrane. Maintenant, si je regarde les sucres, les glucides, les vrais glucides, il n'y en a pas vraiment. C'est souvent des molécules hybrides. Donc, on vous le dit ici, ce que j'appelle les glucides membranaires au niveau de la membrane, en fait, c'est des molécules de sucre accrochées à d'autres sortes de molécules, par exemple à une graisse ou à une protéine. Donc, vous avez des glycolipides, des glycoprotéines. Fait que c'est des molécules hybrides. Là, vous le comprenez très bien. Un glucose plus un lipide, ça forme un glycolipide. Un glucose avec une protéine, ça forme une protéine avec un petit morceau de sucre. Et ça change complètement leur fonction. Le glycocalyx, ça, c'est plus un vrai glucide, bien qu'il peut être apparenté à certains lipides aussi. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que glycolipides et glycocalyx ont à peu près la même fonction dans mon cours. C'est très simplifié. Hein? Si vous faites de la bio avancée, vous allez voir qu'il y a d'autres fonctions. Mais pour moi, pour notre cours de base, là, de début de cégep, des premières semaines, on y va avec la base. Vois ça comme une colle moléculaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le glycocalyx ou le glycolipide, c'est des molécules à base de glucides qui vont servir de colle. Autrement dit, c'est une substance visqueuse, un peu comme du mucus. Et ça, c'est deux cellules. Si je veux les accrocher ensemble, j'ai différentes techniques. La première, c'est d'utiliser les glycolipides, glycocalyx, et ça forme une couche visqueuse par-dessus la membrane, comme ça ici. Et comme c'est visqueux, ça a tendance à coller. Fait qu'imaginez-vous que les deux ont comme cette colle moléculaire qui va s'appuyer un sur l'autre. Ça va favoriser l'attachement des deux cellules. C'est pas spécifique. C'est un peu comme une couche de colle qui va se répandre partout sur la membrane. Mais ce que je peux te dire,
c'est que s'il n'y a pas de glycolipides, glycocalyx, les cellules vont moins bien se maintenir. Donc, imagine-toi un tissu musculaire, un tissu épithélial, peu importe. Toutes les cellules voisines sont collées ensemble de deux manières différentes. Ça, c'est une des premières manières que je te montre. Et ça permet de les maintenir ensemble. Donc, très important pour la cohésion. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas ces structures-là, puis les cellules se décollent, ben, ton tissu va se désagréger, ton organe va disparaître, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est pour les deux premiers. Ensuite, la glycoprotéine, beaucoup de fonctions. La principale qu'on verra dans le cours, puis cette fonction-là, tu vas la pousser davantage en microbiologie, c'est l'identité cellulaire. On en reparlera un petit peu tantôt, mais tu peux avoir des protéines qui ont un rôle dans l'identité cellulaire, puis tu as aussi des glycoprotéines qui ont ce rôle-là. Donc, je n'encercle une ici. J'ai une espèce de glycoprotéine. La partie bleue, c'est la partie protéique. Ici, j'ai le morceau de sucre qui s'est accroché. Et quand je te parle d'identité cellulaire, je veux que tu comprennes, en fait, le nom le dit bien, ça permet de distinguer, au point de vue moléculaire, les différentes sortes de cellules. Si j'enseigne dans d'autres programmes, j'ai mes étudiants en classe. Donc, je donne les cours en direct, pas en capsule. Je vais identifier mes différents étudiants. Donc, les différents noms, je sais que M. X a les cheveux bruns, Mme Y les cheveux roux, blonds, peu importe. Vous avez des marqueurs physiques qui vont me permettre de vous identifier. C'est la même chose avec vos profs. Le prof de bio, pas moi, vous ne me voyez jamais, mais si vous me voyez, vous allez me distinguer le prof de soins, du prof de socio, de philo et tout ça, parce que j'ai des marqueurs physiques. Mais imagine-toi que la glycoprotéine, c'est un marqueur physique qui est un rôle passif, mais qui permet à d'autres cellules de les identifier, à d'autres mécanismes immunitaires. Je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas l'objectif du cours, mais tu peux imaginer que c'est un virus. Si je te fais une transplantation d'un organe quelconque, ce n'est pas ton organe. La question, comment toi, tes cellules vont distinguer le fait que c'est tes cellules à toi qu'une cellule d'un donneur qui est étrangère ou un virus qui est complètement étranger, une bactérie? Je dois avoir des marqueurs d'identité pour agir sur les cellules qui m'agressent, virus, bactérie, versus la cellule qui n'est pas, qui est à toi, il faut que tu le reconnaisses. Donc, il y a des mécanismes très complexes qui permettent d'agir sur certaines cellules et pas les autres. Il y a des micro-organismes, des microbes qui sont capables de se camoufler justement en changeant les protéines de surface comme ça. Je te parlais de cancer tantôt, c'est une des premières stratégies du cancer. On modifie la forme et on modifie les marqueurs d'identité. Donc, si normalement on ne reconnaît pas la molécule de surface, on va l'attaquer. On pense que c'est un ennemi. Mais la cellule cancéreuse est capable de faire en sorte qu'on déjoue cette stratégie-là. Ça, c'est vraiment de la culture. Ce qui est important pour le cours, c'est de comprendre que justement, ces protéines, ces glycoprotéines servent à identifier les différents types de cellules. Je vais aller plus loin que ça. Ça te permet d'identifier les cellules qui t'appartiennent versus les cellules étrangères. Mais dans ton corps, si je veux avoir une molécule ou un signal moléculaire qui va agir sur une cellule A, et pas la cellule B, je dois être capable de les distinguer. Je vais agir sur une cellule épithéliale, mais pas une cellule hépatique. C'est ces marqueurs-là qui vont être reconnus par différents processus cellulaires. Bref, ça nous permet de distinguer les différentes sortes de cellules. C'est donc le rôle principal des glycoprotéines. Maintenant, si je regarde les protéines seulement, les vraies protéines, donc il n'y a pas de glucose, exemple, je l'encercle une ici. Les protéines membranaires, c'est comme n'importe quelle protéine dans ton corps. C'est une série d'acides aminés qui sont accrochés ensemble. On a vu ça en début de session. Maintenant, quand on dit protéines membranaires, c'est des protéines qui sont accrochées à la membrane. On en voit une ici, j'en ai une autre ici. Il y en a qui sont uniques, que tu vas retrouver seulement à la membrane, donc qui ont des fonctions particulières. Puis il y en a d'autres qu'on retrouve un peu partout dans la cellule. Exemple, il y a des enzymes membranaires. Qui peuvent avoir des fonctions très similaires aux enzymes dans le cytoplasme. Une enzyme, c'est une enzyme, ça veut dire que on verra bientôt que c'est des... Bon, on l'a vu déjà au début de session. C'est quoi une enzyme? C'est une protéine qui accélère la vitesse des réactions chimiques, donc un catalyseur. Je peux l'avoir à la surface de la membrane ou à l'intérieur. Ça ne change pas grand-chose. Ça reste une enzyme. Mais il y a des protéines aussi spécifiques, exemple celle que j'encercle ici, qui est une protéine canal, qui a une fonction particulière. Donc, là, ce qu'on va faire pour les prochaines diapos, c'est justement d'étudier les différentes classes de protéines membranaires. Donc, tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des protéines qui sont à la membrane, donc à la surface de la cellule.
Et les premières protéines, on les appelle les transporteurs. Donc, si je vous donne des notes de cours, ce n'est pas écrit ici, mais je te demande, explique-moi c'est quoi la fonction d'une protéine de transport au niveau de la membrane cellulaire. Tu me dirais tout simplement, ben, c'est des protéines de la membrane qui permettent le déplacement des molécules, soit vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule, dépendamment de ce que tu peux faire. Et là, il y a 3 sortes de transporteurs qu'on va étudier bientôt, en fait, et on va même en revoir dans le système nerveux, et on va les étudier pas mal partout dans la session. Les 3 sortes, ben, tu as des protéines canales qui sont tout simplement des protéines creuses, comme ça, un peu comme une paille quand tu bois un jus, une liqueur, peu importe. Protéines creuses, comme une paille, qui permet le passage des molécules à l'intérieur de la protéine canale, vers l'intérieur de la cellule. On pourrait aller dans l'autre sens aussi, on verra pourquoi on rentre ou on sort, mais c'est la fonction d'une protéine canale. Si tu n'as pas de protéine canale, ben, il y a certaines molécules qui vont se frapper contre la membrane, c'est comme un mur. Des molécules exceptionnelles pourront passer à travers du mur, à travers la membrane, on verra ça bientôt. Mais la plupart des molécules, en fait beaucoup de molécules, je ne dirais pas la plupart, mais beaucoup de molécules ne peuvent pas passer la membrane. Donc dans ce cas-ci, ça me prend une protéine canale ou transporteur, qui est un peu l'équivalent du canal, mais c'est fait un peu différent. C'est bon pour des protéines de grande taille. Fonctionne un petit peu différent, on verra ça éventuellement, mais c'est la même logique. La même logique, donc on fait entrer ou sortir des molécules. Je peux avoir des pompes aussi qui fonctionnent avec de l'énergie. Ici, ça ne prend pas d'énergie, on verra ça en détail. Bref, ces 3 types de transports-là, peu importe leur nom, canal, transporteur ou pompe, ça permet le déplacement de molécules à travers la membrane cellulaire. C'est la première fonction. Ensuite, je vais y aller en désordre ici. Je garde récepteur pour la fin qui est nouveau. Enzymes, je vais très vite. On a vu déjà qu'on peut avoir des enzymes cataboliques ou anaboliques, donc qui cassent des grosses molécules ou qui en construisent. Souvent, on va avoir des enzymes cataboliques au niveau de la membrane cellulaire, exemple au niveau intestinal. OK, donc maintenant, les enzymes, je te donnais l'exemple de l'enzyme catabolique qui casse la molécule parfait, c'est assez simple. On a déjà vu ça en classe souvent. C'est la seule différence, c'est que l'enzyme est accrochée à la membrane cellulaire, alors que la dernière fois qu'on les a étudiées, elles étaient tout simplement dans le cytoplasme. Mais des fonctions similaires. Fait que si vous avez une lactase à la membrane, elle coupe la lactase. La lactase coupe le lactose en glucose égale lactose, exemple. Et si vous avez la même lactase à la membrane, bon, elle a sa fonction, mais si vous l'avez dans le cytoplasme, elle a exactement la même fonction, coupe le lactose tout simplement. Okay? Donc, voilà. Maintenant, marqueurs d'identité. On a parlé des glycoprotéines qui servent de marqueurs d'identité, mais les protéines peuvent avoir le même rôle. Donc, les marqueurs d'identité, c'est des protéines qui servent à distinguer les différents types cellulaires. J'ai tout expliqué ça avec les glycoprotéines. Donc, c'est la même définition. C'est simplement une autre sorte de protéine qui a à peu près la même fonction. Donc, si vous avez compris tantôt, c'est la même chose. Ce qui est plutôt nouveau, c'est la fonction de récepteur. Et ça, c'est extrêmement important comme notion en termes, pour les cours de biologie parce que beaucoup de processus dépendent des récepteurs. Donc, souvent, pas toujours, il y a des récepteurs qui peuvent être dans le noyau, le cytoplasme, mais beaucoup de récepteurs se retrouvent à la membrane cellulaire. Et ce qui est en bleu ici, c'est ton récepteur. Si je le fais de façon symbolique ici, donc là, j'ai une cellule, le récepteur peut être à la surface comme ça. Donc, une portion qui passe à travers la membrane et une portion qui va être à l'intérieur de la cellule qui traîne, là, ici, au niveau du cytoplasme, puis une portion extérieure. Okay? Donc, c'est la même chose ici. Un peu comme un arbre. J'ai les branches à l'extérieur du sol, j'ai les racines à l'intérieur. L'arbre étant le récepteur et le sol, évidemment, c'est ta membrane cellulaire, c'est le même principe. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a des événements qui se passent à l'extérieur, exemple au niveau, on va dire, c'est pas vrai, là, mais au niveau des branches du récepteur, ce qui va permettre une modification au niveau des racines, si vous voulez, donc au niveau de la partie intérieure du récepteur. Et là, c'est ça qui va provoquer une espèce, un processus biologique ou peu importe. Ici, on a le terme ligand. Ça, c'est un terme général et vous pouvez le noter, ça va vous aider, parce que c'est un mot qu'on va utiliser souvent. Le ligand, c'est tout simplement une molécule qui va accrocher un récepteur spécifique. Donc, c'est une molécule qui s'attache à un récepteur spécifique. À chaque fois que vous allez voir le mot ligand, c'est un terme général, et tu ne sais peut-être pas le détail, mais tu sais que cette molécule-là doit s'accrocher quelque part à un récepteur donné. Et quand je dis spécifique, ben, un ligand ne peut pas s'attacher à tous les récepteurs. Exemple, l'insuline, c'est un ligand qui s'accroche au récepteur de l'insuline,
mais l'insuline ne peut pas s'attacher au récepteur de l'estrogène ou de la testostérone. Okay? Donc, ce sera d'autres hormones dans ce cas-ci. Et évidemment, les récepteurs, tu peux en avoir pour des hormones, tu peux en avoir pour un paquet de molécules. Vous allez les étudier au fur et à mesure de votre deck. Mais pour l'instant, c'est de comprendre qu'un récepteur, finalement, c'est tout simplement une protéine à la membrane cellulaire qui s'attache à un ligand. Ça, c'est la première chose que je vous demande de retenir. Donc, le récepteur, c'est une molécule membranaire, une protéine, en fait, qui attache un ligand. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que le récepteur, quand il est vide comme ça, il ne se passe rien. Mais si je dessine un ligand quelconque qui est spécifique au récepteur, donc qui a la bonne forme reconnue par le récepteur, et que ce ligand-là s'accroche au récepteur, une fois que les deux sont accrochés, ce qu'on voit ici, ça forme une espèce de complexe. Et ce que tu dois noter maintenant, c'est qu'une fois que le ligand est accroché au récepteur, ça va activer. Okay? Donc, on active le récepteur. Et quand je dis qu'on active le récepteur, qu'est-ce que ça fait par la suite? Bien là, il y a des événements au niveau cellulaire pour la portion interne. Par exemple, il y a des molécules qui peuvent venir s'accrocher ici à la portion interne du récepteur et ça va permettre de déclencher, donc on va dire que ça enclenche un processus biologique. Et là, il peut en avoir plein, ça va dépendre du récepteur et du ligand. Donc, un processus biologique. Tous les hormones que vous allez étudier fonctionnent à la base de récepteurs comme ça. Le récepteur peut être à la membrane, dans le noyau, peu importe. Mais l'hormone, qui est un ligand, doit s'attacher à son récepteur spécifique pour enclencher une réponse biologique. Et je pense que vous comprenez implicitement ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'on ne veut pas que le processus biologique se fasse 24 heures sur 24. Il faut l'activer au bon moment. Donc, le récepteur, la plupart du temps, il est vide, il ne se passe rien. C'est comme un interrupteur de lumière. Il est à off, il est position fermée. Tu allumes la lumière, tu viens d'enclencher un processus d'illumination. C'est la même chose avec le récepteur qui est ton interrupteur. Donc, aussitôt que le ligand s'accroche au récepteur, c'est comme si j'allumais mon interrupteur. Donc, le ligand accroché au récepteur spécifique, ça enclenche un processus. Tu as terminé avec le processus biologique, tu n'en as plus de besoin. On décroche le ligand, on l'élimine et ça arrête. Donc, c'est vraiment, le récepteur a vraiment une fonction de permettre une fonction biologique précise. Et pour l'activer, ce récepteur-là, j'ai besoin du bon ligand. Si je n'ai pas le ligand, le récepteur ne fait rien. Okay? C'est pas mal ça, en fait, la fonction d'un récepteur. Puis évidemment, au cours de la session et de vos prochains cours, on va étudier différents types de récepteurs. Toujours dans le concept des protéines membranaires, vous avez ici les fonctions de protéines d'ancrage et de jonction cellulaire. Fonction d'ancrage, j'aime beaucoup ce terme-là. C'est très simple. Hein? Le mot le dit ancre. Si vous pensez à un bateau, si vous jetez votre ancre à l'eau, ben, ça vient fixer littéralement le bateau pour l'empêcher de bouger. C'est exactement ça. La protéine en bleu ici, on appelle ça des protéines qui est à fonction de site d'ancrage, c'est un peu comme l'encre du bateau. Bientôt, on va parler un peu du cytosquelette, qui est une espèce de protéine tubulaire qui va soutenir la membrane. Okay? Et si ton cytosquelette, si je le dessine un petit peu, si je la membrane cellulaire ici, les lignes que je dessine ici, c'est ça ton cytosquelette. Si je n'avais pas de protéine que j'appelle le cytosquelette, puis j'en ai pas, la membrane va s'effondrer sur elle-même. Donc, c'est vraiment un rôle de soutien. Sauf que ton cytosquelette, il faut l'attacher quelque part. Et ton point d'ancrage, on le voit très bien ici, ton cytosquelette qui est en brun ici, vient s'accrocher après la protéine d'ancrage. Donc, la protéine d'ancrage n'a pas de rôle actif, c'est un rôle passif. C'est comme une espèce de lieu où je vais attacher le cytosquelette. Et littéralement, mettons que je fais une protéine d'ancrage ici, j'en fais une autre ici, bien, les cytosquelettes viennent s'accrocher ici, il est attaché, s'accroche ici, il est attaché, et ça permet de le maintenir ensemble. Et si tu n'as pas de protéine d'ancrage, bien, ton cytosquelette se détache tout simplement, puis la membrane va s'affaisser sur elle-même. Donc, pour vos notes de cours, on pourrait dire que la protéine d'ancrage dans la membrane sert tout simplement à fixer le cytosquelette. Donc, je répète, la protéine d'ancrage permet de fixer le cytosquelette et de le maintenir en place. Okay, tout simplement. Donc, c'est un rôle très passif. Et la dernière fonction des protéines membranaires, c'est la fonction de jonction cellulaire. Donc, ça vient un peu, c'est le deuxième mécanisme qui permet d'attacher deux cellules ensemble. Tantôt, je vous ai parlé de glycocalyx, de glycolipides qui forment une espèce
de masse visqueuse, un peu comme une colle moléculaire qui est non spécifique. On fait juste enduire la cellule de cette colle-là, si vous voulez, et ça permet de coller les deux cellules ensemble. Ici, les jonctions cellulaires, je suis dans un processus spécifique. Donc, c'est deux protéines qui peuvent agir ensemble, mais elles doivent avoir la forme complémentaire. Donc, c'est une forme spécifique. C'est beaucoup comme ça en biologie. Hein? On a vu substrat-enzyme, on a vu tantôt ligand-récepteur. C'est la même chose pour ces deux protéines-là. Si les formes ne sont pas complémentaires, ils ne pourront pas s'accrocher ensemble. Et littéralement, ces deux protéines, mettons la protéine numéro 1 qui s'attache à la protéine numéro 2, et les deux s'accrochent ensemble pour maintenir la cellule. Le dessin l'illustre très bien si vous comprenez que ces deux cellules ici, des fois vous ne le voyez pas parce qu'ils ont en fait un agrandissement trop important, donc je l'écris en rouge ici. J'ai la cellule 1 ici, dans le fond je suis dans le cytoplasme ici, ici c'est l'intérieur de la cellule 2, à la membrane de la cellule numéro 2, versus la cellule numéro 1. Les deux membranes ont deux protéines de jonction. Donc, celle que je colore en rouge, c'est la protéine sur la première cellule. Et on voit qu'elle vient s'accrocher à la protéine numéro 2 que je pointe par une flèche. Et littéralement, les deux restent accrochés ensemble. Ça permet de retenir les deux cellules ensemble pour former un tissu et éventuellement un organe. Le meilleur exemple, c'est une voiture qui tire une roulotte. La voiture, c'est la cellule 1, la roulotte, c'est la cellule numéro 2. Et l'attachement qu'il y a en arrière de la roulotte et, en arrière de la voiture et le devant de la roulotte, mais ces deux systèmes d'attachement-là, c'est les protéines de jonction. Les deux s'accrochent ensemble et tant que les deux sont accrochés, les deux véhicules vont rester ensemble. C'est la même chose. Les deux cellules, c'est les deux véhicules. Tant que j'ai des protéines de jonction comme ça ici, il n'y a aucun problème. La cellule va rester accrochée. Si ces protéines-là seraient dégradées ou on les brise ou peu importe, les deux cellules se détacheraient tout simplement. Ça me prend vraiment le double système pour avoir une bonne cohésion cellulaire. Quand je parle de double système, ça me prend des protéines de des protéines de jonction cellulaire fonctionnelles qui sont accrochées ensemble, plus les glycolipides, glycocalyx qui viennent former une colle. Et quand j'ai tout ça, là, les cellules sont vraiment bien accrochées. Et quand même bien que vous recevez un coup, que vous faites des exercices, un sport violent, ça ne se détache pas. C'est très, très solide, évidemment. Après avoir étudié le noyau avec l'ADN, les gènes, chromosomes et compagnie, après avoir parlé de la membrane cellulaire, les différentes fonctions et les différentes molécules qui la composent, le dernier élément des cellules qui me reste à vous traiter, c'est les organettes de la cellule. Donc, on a parlé un petit peu de cytoplasme tantôt. On a vu qu'il y avait le cytosol qui est une partie liquide, mais on a vu également qu'il y avait des structures complexes qu'on appelle des organettes. Donc, on va les voir un petit peu en détail et ça va conclure la fin de cette capsule, finalement, de cette section de biologie cellulaire. Donc, on a dit tantôt, c'est des structures très complexes, très organisées, qui flottent dans le cytoplasme. Chaque organette a une fonction unique, ou des fois plusieurs fonctions, mais qui sont uniques à l'organette donné. Donc, ce qu'il faut comprendre, si je te montre 3 organettes, il n'y en a pas une qui fait la même chose. Chacun est spécialisé dans leur fonction propre. On a déjà parlé du noyau de la membrane. C'est en fait des organettes. Le noyau flotte dans le cytoplasme. On peut considérer aussi que la membrane cellulaire est aussi un organette, mais la question, c'est les autres que je n'ai pas traités. Donc, 2 choses. On va parler d'anatomie et ensuite de physiologie. Cette diapo me sert à l'anatomie. C'est une figure à étudier pour l'examen. Elle vient de votre manuel à la page 108. Donc, je pourrais vous mettre cette figure-là ou l'équivalent qui est très similaire et je vous pointe les organettes. Vous êtes capable de les nommer. Exemple, si je vous pointe ça ici, je te demande c'est quoi. Tu devrais être capable de me dire que c'est la mitochondrie. Donc là, c'est un effort un petit peu de par cœur. Je ne vais pas tous les demander. Je vais vous présenter celles que je veux que vous étudiez pour l'examen. Mais c'est sûr que généralement, j'ai souvent des schémas d'anatomie et d'identification, donc ça risque de revenir. Alors, première des choses, là, je ne vous explique pas en passant leur rôle. Je vais voir ça dans les prochaines diapos. Je vous apprends simplement à les reconnaître. Donc, on va commencer avec une que je passe vraiment plus vite parce qu'on l'a vu en détail tantôt. Le noyau, c'est la structure en bleu ici que je colore. C'est tout ça. Donc, si je vous pointe ça ici, vous me dites à l'examen que c'est le noyau. Faites attention. À l'intérieur, il y a une petite structure que j'encercle ici. Et souvent, vous me dites que, et c'est faux ce que je dis là, vous me dites que c'est le noyau, c'est 0.
Le noyau, c'est la grosse structure. Ici, à l'intérieur, j'ai une plus petite structure qui s'appelle le nucléole. Donc, ça aussi, vous devez être capable de l'identifier. Bien vite, on va voir sa fonction. Donc, grande structure noyau, à l'intérieur, évidemment, c'est le nucléole. Puis, on a vu tantôt qu'il y avait de l'ADN sous forme de chromatine. Parfait. Donc, noyau, nucléole, deux structures à identifier. Ensuite, ben, vous avez le cytoplasme, qui est toute la substance bleue ici, là, parfait, là, qui est l'espèce de substance semi-liquide. Ça va. La membrane cellulaire, on l'a vu en long et en large, donc vous êtes capable de l'identifier sans problème. On va voir aussi vers la fin de la capsule que la membrane cellulaire peut être lisse comme ça, mais elle peut faire des espèces de modifications, donc des espèces de pics comme ça ou des longues queues. Et selon le type de cellule, certaines des cellules vont se spécialiser comme ça dans des modifications de la membrane. Il y en a trois sortes. Donc, ici, quand c'est des petites bosses comme ça, très petites, microscopiques, on parle de microvillosité. Donc, la membrane, au lieu d'être lisse, va faire des espèces de renflements comme ça. C'est le cytosquelette qui va se modifier, on verra ça éventuellement. Donc, exemple de cellules intestinales pour l'absorption de nutriments vont avoir cette forme-là. Une cellule de peau va plutôt ressembler à ça ici qu'une membrane cellulaire normale. Le spermatozoïde humain, chez l'homme, ben, peut faire une longue queue comme ça qu'on appelle le flagelle. Donc, c'est une modification très prononcée de la membrane cellulaire. On peut avoir aussi des structures sous forme de cils. Donc, on en a vu un petit peu en début de la capsule avec l'exemple de la microscopie. Exemple au niveau des trompes utérines chez la femme ou encore des voies respiratoires. C'est plus gros que des microvillosités, donc c'est vraiment plus gros, différentes fonctions aussi qu'on verra éventuellement, mais au moins être capable de les reconnaître sur le schéma de la figure de la cellule finalement. Très simple, membrane cellulaire, si on voit des petites bosses microvillosités, si le prolongement est plus gros que les microvillosités, c'est un cil, puis une longue queue, c'est un flagelle. Donc vous êtes capable de distinguer. L'autre chose qui est assez facile à voir, c'est l'espèce de petite fève en rouge. Et en passant, les dessins à l'examen sont toujours en noir et blanc. L'impression ne fait pas la couleur au cégep. Donc, fiez-vous pas ces couleurs. Fiez-vous sur les formes générales des organites pour les identifier. Donc ici, les espèces de petites bines rouges. J'en ai une ici, j'en ai une autre ici. Ça s'appelle des mitochondries. Donc ça, je veux que vous soyez capable de les identifier. Si je vous pointe une comme ça à l'examen, mitochondries. On verra tantôt à quoi ça sert. Ensuite, je vous ai parlé à quelques reprises du cytosquelette. On va expliquer bientôt plus en détail la fonction, mais on le voit ici. C'est les espèces de fils, comme ça j'en colore un en rouge. C'est des protéines de forme filaire, comme ça, hein, un peu comme en forme de filament de spaghetti, qui viennent s'appuyer sur la membrane cellulaire. Donc, il y en a partout. C'est très facile à identifier. Donc, ça, c'est le cytosquelette, tout simplement. Ensuite, remarquez, c'est plus difficile à voir, je vais les encercler ici. Il y a des espèces de petits points, là. Il y en a un peu partout. Okay? Donc, j'en ai ici qui sont accrochés, j'en ai qui flottent ici, peu importe. On appelle ça des ribosomes. Les libres, les liés, je ne veux pas que tu les distingues, mais au moins tu saches que ces petits points-là, c'est des ribosomes, extrêmement importants pour la cellule. On va voir ça tantôt. Ensuite, il y a deux structures qui vont beaucoup travailler ensemble, le réticulum endoplasmique rugueux et le système, le complexe de Golgi ou golgien. Donc, première des choses, Golgi ou golgien, des fois on l'appelle Golgi, c'est la même chose, c'est la structure en vert qui est ici, qui ressemble à une espèce de réseau labyrinthique, tout simplement. Et si je regarde ce qui est en brun ici, c'est le réticulum endoplasmique rugueux qui est à identifier également. Souvent, on va l'appeler RER. C'est une abréviation que tu as le droit d'utiliser. Ça veut juste dire réticulum endoplasmique rugueux. Et là, l'idée, c'est que les deux travaillent ensemble, mais souvent sur un schéma ou une figure de l'anatomie, vous les mélangez tous les deux, simplement qu'ils se ressemblent énormément. Hein? C'est un peu le même genre de structure labyrinthique. Le truc que je te donne, c'est qu'il y en a un qui est accroché après le noyau. Donc, on voit que le noyau ici, il y a une espèce de canal de communication ici que je colore. On en voit un autre ici. Et donc, l'idée ici, c'est que quand tu vois que la structure labyrinthique est accrochée après le noyau, ça, c'est un RER, réticulum endoplasmique rugueux. Si tu le vois plus loin, comme ça, qui n'est pas accroché au noyau, même s'ils sont très similaires, ça, c'est ton Golgi. Okay? Toujours plus loin. Donc ça va t'aider à les identifier.
Là, je veux que tu fasses très attention parce que même si le RER et le Golgi travaillent ensemble, on verra en fait les ribosomes, le RER et le Golgi, c'est très important pour fabriquer des protéines. Il y en a un autre qui fait complètement autre chose, mais il y a juste un mot de différence. Réticulum endoplasmique lisse. Donc, le réticulum endoplasmique lisse n'a aucun rapport avec le rugueux, même s'il y a un nom similaire. Et il faut que tu le distingues. Je l'encercle ici. C'est le lisse. Il est fait de façon... Il est positionné différemment. Hein? On le voit qu'il est comme... quand on le coupe, on voit qu'il est en position verticale. On voit les espèces de conduits verticaux comme ça, alors que l'autre, c'est plus un labyrinthe comme ça, aplati. C'est ce qui te permet de distinguer les deux. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez aucune idée du rôle de ces organettes-là. C'est simplement de l'anatomie, donc comprendre, en fait, identifier les différentes formes. Si je te mets un cœur et un estomac, ben, tu es capable de les distinguer, ça n'a pas la même forme. Ben, c'est un peu ce que je te demande ici. Okay? Donc, tant que tu es capable de tout distinguer ça, on n'est pas pire. Il m'en reste presque plus. En fait, un des derniers éléments est facile parce qu'on a toute une structure ronde. Donc, ce que j'ai ici, ça a deux petites mini-cellules. Ben, ça peut être soit le peroxysome, soit le lysosome, donc, ou des vésicules. Fait que j'en ai ici aussi. Fait qu'exemple, le peroxysome ici, le lysosome qui est là, qui est un peu plus gros. J'ai des vésicules ici de sécrétion et tout. Là, on s'entend, ils ont changé la couleur, un peu la forme, mais c'est une figure d'artiste. Techniquement parlant, c'est des mini-cellules. C'est fait d'une couche de... C'est des phospholipides. Bon, c'est la même chose. Les fonctions sont différentes. On va les voir tantôt. Mais d'un point de vue anatomique, ça ne se distingue pas. Fait que je ne vais pas vous demander, bien celle-là, c'est une vésicule ou un lysosome? C'est pas mal la même chose. C'est des petites boules, OK, qui ont des fonctions différentes. Fait que ça, il faut que je sois honnête. Tu sais, je pourrais vous demander d'apprendre les couleurs puis reproduire ça, mais c'est pas ça la réalité. Une mitochondrie, par contre, il y a une forme unique partout, peu importe le schéma. Je te montre ça au microscope, ça ressemble énormément. Ça veut dire qu'à l'examen, on s'entend. Si je te montre celle-là, puis je te demande le nom, tu pourrais me dire peroxysome, tu pourrais me dire lysosome, tu pourrais me dire vésicule, je vais accepter les trois. C'est physiquement au microscope, si tu arrives à les voir, c'est exactement la même chose. C'est des phospholipides, puis on va enfermer des substances à l'intérieur. C'est la sorte de substance qui est à l'intérieur qui change la fonction. Mais sinon, physiquement, c'est la même chose, ou à peu près. Donc, je ne vous demande pas de les distinguer sur le schéma. Je t'en pointe une, ben, tu as une chance, tu peux m'utiliser un des trois, là, puis ça va être bon. Dernier élément, ce qu'on appelle le centrosome. Donc, c'est les espèces de deux structures ici. En fait, on verra tantôt que c'est deux structures qui s'accrochent ensemble, qui s'appellent des centrioles. Mais pour l'instant, tout simplement, si je t'encercle ça ici, tu me dis un centrosome, c'est parfait. Protéasome, c'est pas matière à l'examen. Les inclusions, je ne te demande pas de les identifier. On va voir le rôle peut-être tantôt si j'ai le temps, mais souvent on va les confondre avec les ribosomes. C'est des petits points aussi. Donc, sur un schéma comme ça, je ne les demande jamais. C'est pas clair. Alors, si vous êtes capable d'identifier sur un schéma toutes les structures que je viens de nommer, on est correct pour l'anatomie. Donc, j'en demande quelques-unes là-dedans d'habitude et c'est pas très, très difficile. Maintenant, il faut comprendre un petit peu leur fonction. Okay? Donc, pour vous aider un petit peu à pratiquer l'anatomie, justement, j'ai utilisé des images avec un plus fort grossissement. C'est un peu ce que je viens de vous présenter. Donc, à titre indicatif, vous pouvez les voir ici. Et ce qui est nouveau, surtout, c'est les fonctions ici. Donc, tout est pas mal écrit. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Et là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein? C'est un petit peu un effort par cœur. Donc, exemple, la mitochondrie ici, c'est les structures dans la cellule qui permettent de produire de l'énergie, de l'ATP. On fait beaucoup d'autres choses que vous n'allez pas étudier dans votre cégep, mais au moins tu sais que c'est l'espèce d'usine énergétique, un peu comme la centrale hydroélectrique qui produit l'énergie électrique. Ça produit l'énergie sous forme d'ATP qui est nécessaire évidemment pour tout. Contracter tes muscles, pour fabriquer des molécules, pour que certaines enzymes fonctionnent, faire certains mécanismes de transport dans la cellule. Donc, évidemment, très important l'ATP. Sachez qu'il y a de l'ATP qui peut être produit en quantité inférieure ailleurs dans la cellule, dans le cytoplasme, exemple. mais cet ATP-là, en grande partie, va être produit dans la mitochondrie. Donc, pas de mitochondrie, pas beaucoup d'ATP dans la cellule, évidemment.
Et vous comprenez probablement qu'implicitement, ben, les différents organes, les différents types de cellules n'ont pas le même nombre d'organites. Fait que si je te dis, exemple, une cellule de peau versus un muscle, est-ce que c'est le même nombre de mitochondries? Non. Lequel qui a plus de mitochondries et pourquoi? Évidemment, si on réfléchit un peu, les muscles ont une demande énergétique beaucoup plus élevée, donc c'est évident qu'il y a beaucoup plus de mitochondries dans les cellules musculaires que d'autres types de cellules, exemple. Donc évidemment, ça va varier. L'autre structure, qui s'appelle le réticulum endoplasmique lisse. Il faut faire très attention, il ne faut pas le mélanger avec le rugueux que je vais voir dans les prochaines diapos. Très important parce que lui, il sert à détoxifier les substances dangereuses. Détoxifier, ça veut dire qu'on transforme une molécule toxique qui peut t'empoisonner, te rendre malade, et on la rend sous une forme inoffensive. Donc, évidemment, le REL ou le réticulum endoplasmique lisse, il y en a beaucoup dans le foie. C'est une des fonctions du foie. Le foie fait beaucoup de choses, mais une des fonctions du foie, c'est de détoxifier les molécules dangereuses. Par exemple, l'alcool, ça se peut que tu prennes une bière, un verre de vin, tout le monde boit un petit peu d'alcool, ça peut arriver, mais ça reste une molécule toxique. C'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Et c'est pour ça aussi que quelqu'un qui est alcoolique, puis pendant des années, il a abusé d'alcool, le foie, on parle de cirrhose parfois du foie, les cellules hépatiques sont mortes, ne sont plus fonctionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont travaillé trop fort. Le réticulum endoplasmique lisse est nécessaire pour prendre l'alcool et le mettre sous une forme pas toxique. À un moment donné, ben, si tu les utilises trop, là, les cellules ont de la misère et peuvent avoir différents problèmes. Donc ça, c'est la première chose. On te protège finalement. Hein? On va prendre les molécules dangereuses et on les met sous une forme inoffensive. L'autre fonction du réticulum endoplasmique lisse, c'est qu'on va être impliqué dans la production de certaines molécules, certains lipides, certains glucides, pas tous, mais certains particulièrement. Donc, on va parler de métabolisme. Donc, le réticulum endoplasmique lisse est impliqué dans le métabolisme de certains sucres ou graisses, lipides, glucides. Si tu sais ça, c'est parfait. Il y a d'autres fonctions qui vous parlent un petit peu dans le livre, mais je dirais que ça, c'est les deux principales à retenir, les plus importantes. Lysosomes et peroxysomes ont un peu une fonction similaire. Donc, le lysosome, pour moi, c'est un peu comme l'estomac de la cellule. On va digérer, dégrader, briser des grosses molécules complexes en plus petites. Donc, à l'intérieur, c'est des enzymes cataboliques. On fait du catabolisme. Et ces enzymes-là vont casser, exemple, des grandes molécules en plus petites molécules, des molécules que tu as ingérées, ça peut être des nutriments, mais aussi un rôle de protection. Je pense à certains globules blancs, comme les macrophages, pas à retenir, là, vous ferez ça en microbiologie, mais en gros, macrophages ou certains globules blancs vont digérer, briser les bactéries, exemple, qui t'infectent. Donc, ces micro-organismes-là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être incorporés à l'intérieur du globule blanc et c'est les lysosomes qui vont digérer la bactérie et l'éliminer. Donc, il y a vraiment un rôle de briser ici, de prendre. C'est pour ça que je faisais l'analogie avec un estomac. Mais évidemment, c'est au niveau cellulaire, donc c'est dans une seule cellule. Mais l'idée, c'est que le lysosome permet comme ça de casser, briser les différentes molécules complexes ou trop grosses ou encore qui peuvent te rendre malade si c'est une bactérie. Le peroxysome fait exactement la même chose. C'est des enzymes qui vont briser. Mais ici, on est très spécialisé. On est spécialisé dans les molécules oxydantes. Donc, des molécules à base d'oxygène. Et souvent, l'oxygène, vous me dites, ben, c'est super important pour respirer, monsieur. Pas d'oxygène, on est mort. Tu as raison. Mais là, j'espère que tu es bien assis parce que là, ça va te surprendre, même te confronter peut-être dans tes notions. Mais l'idée, c'est que l'oxygène, ça reste une molécule toxique, surtout quand elle perd un électron. Donc, ces molécules oxydantes-là, quand elles ont perdu des électrons et tout ça, elles deviennent extrêmement réactives. Et si elles sont très réactives, elles vont réagir beaucoup avec l'ADN et souvent, elles vont endommager ou briser l'ADN. Et ça peut amener des lésions au niveau de l'ADN, des mutations ou différents problèmes, en fait, au niveau du gène, qui peut se traduire parfois par le développement de cancer ou certaines tumeurs. Et c'est important de neutraliser ces molécules-là, et c'est la fonction du peroxysome. Donc, en fait, c'est un peu comme le lysosome. On a des enzymes très spécialisées qui vont casser la molécule oxydante ou en tout cas la transformer sous une forme inoffensive, mais c'est des enzymes tellement spécifiques. En fait, tous les enzymes sont spécifiques. Mais ici, on a seulement des enzymes qui reconnaissent les molécules oxydantes qui sont potentiellement dangereuses pour abîmer l'ADN, exemple. Alors que le lysosome, lui, il contient des enzymes spécifiques aussi, mais il y en a plusieurs sortes. Ça peut être des enzymes qui digèrent des lipases, des protéases. Je me suis mal expliqué. Ça peut être des lipases, des protéases, exemple. Mais c'est des enzymes
cataboliques, mais qui vont casser des protéines, des lipides, peu importe. Mais il y a toute une famille d'enzymes ici qui reconnaissent différentes molécules, alors que dans le peroxysome, c'est une famille d'enzymes qui reconnaissent seulement les molécules oxydantes. On pourrait dire ça comme ça. Ça fait quelques fois que je mentionne le mot nucléole à l'intérieur du noyau. Hein, je l'encercle ici. Tout ça, c'est le noyau, mais à l'intérieur, j'ai le nucléole. Il sert à une seule chose, fabriquer des ribosomes. Et on verra très bientôt que les ribosomes, prochaine diapo, ça sert à attacher les acides aminés pour fabriquer ou former les protéines. Donc, extrêmement important. Pas de ribosomes, pas de protéines, évidemment. Donc, très, très important. Les vésicules. Donc, ça, c'est comme des petits camions de transport. Les vésicules, généralement, on fait deux choses. On déplace des molécules, donc d'un endroit A vers l'endroit B. Ça peut être, exemple, comme ici, à l'extérieur de la cellule. J'ai une vésicule qui recrache à l'extérieur des molécules que je n'ai pas besoin. Ça peut être des déchets, une hormone, peu importe. Ça peut être aussi des molécules qui déplacent les vésicules peuvent déplacer des molécules à l'intérieur de la cellule. Donc, exemple, d'un point A au point B dans le cytoplasme. Donc, vraiment des transporteurs de substances. Donc, c'est pas compliqué. La vésicule, c'est comme une mini-cellule. Elle va englober différentes molécules chimiques. On les enferme à l'intérieur et on les déplace. Et des fois, la vésicule ne se déplace pas, mais elle fait juste stocker ou emmagasiner les substances. Donc, ça sert un petit peu comme de réserve, finalement. Je pourrais avoir des protéines qui sont stockées tout simplement dans une vésicule pour un certain temps. Le dernier, lui, on ne vous demandait pas d'identifier sur le schéma d'anatomie à la diapo précédente, mais je veux que tu saches quand même que l'inclusion, c'est comme un entreposage de certaines molécules, mais c'est pas une structure organisée comme la vésicule, c'est souvent comme plusieurs molécules attachées ensemble. Mettons une inclusion qui contient plusieurs... c'est comme des gouttelettes un petit peu, si on veut. Mettons plusieurs glucides qui sont collés ensemble. Puis là, ça traîne dans le cytoplasme. Puis ça sert un petit peu comme de réserve. Donc, c'est un entreposage très temporaire de certaines molécules. Puis quand tu en as besoin, tu peux aller piger dedans. Mais il n'y a pas d'organisation complexe. Parce que la vésicule, ça, c'est plus compliqué. Je l'ai dit, c'est une mini-cellule, des couches de phospholipides avec une membrane très similaire à la membrane cellulaire. L'inclusion n'a pas ça. Okay? Il n'y a pas de membrane, il n'y a pas rien. C'est un amalgame, c'est comme un tas ou une gouttelette de glucides, exemple, qui te sert un petit peu comme de réserve d'énergie, alors que la vésicule, c'est comme une mini-cellule qui va pouvoir aller chercher ou déplacer les substances. Okay? Donc, il y a quand même une petite nuance à faire ici. Maintenant, les derniers organites que j'ai gardés pour la fin sont plus complexes parce que pour deux choses, en fait, ils travaillent ensemble pour produire la protéine et vous allez vous rendre compte que produire une protéine, c'est très compliqué et il y a plusieurs étapes. Pour moi, c'est réellement une chaîne de montage, un petit peu comme une chaîne de montage en usine qui permet de fabriquer une voiture. Il y a différentes étapes. Donc on peut, je ne sais pas, moi, on commence à installer le moteur, tout ça, on met la carrosserie, étape 2, on visse les roues. Bon, effectivement, on voit que je ne suis pas un gars qui a travaillé beaucoup en industrie d'automobile, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'image est là, OK? Donc, le concept, c'est vraiment de comprendre qu'il y a plusieurs étapes successives qui doivent se faire pour fabriquer la voiture. La fabrication d'une protéine, c'est compliqué. J'ai plusieurs étapes successives pour produire mon produit final. Évidemment, dans ce cas-ci, ce n'est pas la voiture, mais bien sûr la protéine pour avoir une fonction X ou Y. Donc, si je veux faire un lien avec le début de la capsule, on a vu des protéines membranaires. Si je veux faire une enzyme à la membrane ou un transporteur ou un récepteur ou une protéine d'ancrage, tout celle que vous avez vues, ce n'est pas les mêmes protéines. Donc, je devrais partir d'un gène différent. On a vu ça aussi dans la capsule. Si je veux faire le transporteur A, je pars du gène A. Je veux faire le transporteur B, je pars du gène B. Si tu veux faire une enzyme, je pars d'un autre gène. Donc, le concept ici, c'est que je vais toujours partir d'un gène, un seul gène spécifique. J'ai marqué l'ADN, mais moi, maintenant, vous avez la notion de gène, c'est mieux gène. Donc, selon la protéine que tu veux fabriquer, selon mes besoins, je prends le gène associé. Et là, ce qui va te surprendre, ça, on a déjà vu ça plusieurs fois dans la session. Okay, donc, je pars du gène, l'ADN, mais maintenant, on va parler du gène spécifique. Je dois convertir cette information-là sous forme d'une molécule intermédiaire. Ça, vous le savez aussi, on le dit souvent. Même dans la capsule, on a fait un rappel tantôt. Pour fabriquer la protéine. Et c'est la protéine qui est le produit final qui a la fonction X ou Y dans la cellule. Et si je dérape à une de ces étapes-là, j'ai une mutation dans l'ADN, je n'aurai pas la bonne protéine. Si l'ARN n'est pas produit ou est brisé, je n'arrive pas à la protéine. Si ma protéine est mal fabriquée, une erreur de production, la fonction va être impactée. Donc, évidemment,
il faut que ces 3 étapes-là se fassent comme il faut. Mais là, ce que je vais rajouter, ça c'était comme une révision, ce que je vais rajouter, c'est que les organites ici en rouge, j'ai besoin de tous ces organites-là pour arriver au processus de fabrication. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'entre l'étape d'ARN et de la protéine, ben, j'ai besoin de tous ces organites-là qui vont agir sur ma flèche ici pour faire la protéine. Je vais utiliser l'ARN, qui est mon intermédiaire, je vais faire en sorte, un peu comme ma chaîne de montage, chacun de ces éléments-là a une fonction particulière, de façon successive, un agit sur l'autre, et à la fin, quand j'arrive à la dernière étape, je vais avoir ma protéine fonctionnelle si tout va bien. Okay? Et c'est un petit peu ça qu'on va vous expliquer à la prochaine diapo. Donc, tout ce schéma-là, ce que je dis était quand même écrit dans le livre, mais c'est un peu compliqué des fois à comprendre, donc on voit plein de choses et tout. Il manque quelques détails en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au tableau blanc et je vais faire un résumé de tout ça. Et si vous comprenez mon exemple au tableau blanc et vous êtes capable de me répéter ça dans vos mots pour l'examen, puis que vous comprenez bien les différentes étapes, moi c'est parfait. Okay? Je ne vous demande pas plus ni moins. Okay? Donc, voilà. Alors, en fait, je l'avais déjà fait ici pour vous autres, mais je vais quand même le faire en tableau blanc pour vous aider. Mais ce que je vais faire au tableau, c'est exactement tout ce qui est écrit ici. Okay? Donc, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est évidemment que, parce que vous l'avez peut-être oublié dans vos derniers examens, il faut que vous vous souveniez, c'est quoi une protéine? Donc, c'est fait de quoi? La protéine, c'est une molécule très complexe, mais qui est faite à partir d'acides aminés. Hein? Donc là, rapidement, si vous avez oublié ça, ben, vous pouvez vous en souvenir parce que ça va être compliqué sinon. Alors, ça, c'est une protéine quelconque, mettons un transporteur. Et les carrés ici que j'attache avec une ligne, c'est des acides aminés. Donc, le concept, c'est d'avoir un acide aminé plus un deuxième, plus un troisième. J'ai des enzymes qui vont faire de l'anabolisme, qui vont coller tout ça ensemble pour fabriquer la protéine. Maintenant, ces enzymes-là sont à l'intérieur de certains organites. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Alors, si je commence, ce que j'explique présentement, c'est si je te demande à l'examen, explique-moi comment la cellule arrive à fabriquer une protéine. Donc, la première chose, et là je te donne un exemple concret pour t'aider. Tu viens de manger ou tu vas manger tantôt après le cours, ton taux de sucre sanguin, ta glycémie va augmenter, j'ai besoin de faire une hormone, une protéine. Il y a des hormones, c'est des lipides, il y a des hormones, c'est des protéines, mais l'insuline, c'est une hormone protéique. Donc, l'insuline, c'est un paquet d'acides aminés qui sont accrochés dans un ordre précis. C'est des sortes d'acides aminés précis, mais pour fabriquer cette insuline-là puis baisser ton taux de sucre, je dois la fabriquer. Donc, dans les cellules du pancréas, si je fais de l'insuline, comment ça marche? Bien, ce que je dis est vrai pour toutes les cellules de ton corps, pour toutes les protéines que tu veux faire. Je vais activer un gène spécifique. Donc, c'est ici qu'on vient au fait que l'ADN est enroulé. Bien, je déroule l'ADN autour de ce gène-là et je vais fabriquer une molécule intermédiaire qui s'appelle l'ARN. Il y en a 3 sortes. L'ARN de transfert, de l'ARN ribosomal. Donc, tous ces ARN-là, de l'ARN messager aussi, c'est lui que je cherchais, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que vous n'avez pas à les étudier dans mon cours. Vous allez faire ça en bio 3. Fait que moi, c'est un petit peu simplifié, c'est comme la magie. Il y a différentes sortes d'ARN qui ont différents rôles, mais vous n'allez pas étudier ça en détail. Moi, la magie, c'est que l'ARN, c'est une molécule intermédiaire, tu ne sais pas trop ce qu'ils font, mais tu sais par contre que c'est extrêmement important pour... En fait, c'est très utile pour un organisme qui s'appelle le ribosome. Donc, tantôt, je te l'ai montré sur la figure cellulaire, c'est des petits points dans la cellule très minuscules, mais pas parce qu'ils sont petits qu'il faut les sous-estimer. Les ribosomes, en fait, c'est des structures qui servent à attacher les acides aminés ensemble. Donc, littéralement, on fabrique... Okay, donc, les acides aminés, on va les coller ensemble et littéralement, on fabrique la protéine. Si tu te souviens des derniers cours et du dernier examen, une protéine, pour être fonctionnelle, doit être repliée dans sa forme tertiaire, sa bonne forme 3D. Fait que le ribosome, lui, il les attache, mais sous forme primaire. La protéine n'est pas fonctionnelle, et ça, je veux que tu le rajoutes. Je ne me souviens pas si je l'ai fait sur la dernière diapo, mais rajoute-les. Je veux que tu saches que c'est vraiment linéaire.
Donc, un paquet, comme un train avec différents wagons, c'est des acides aminés qui sont accrochés un en arrière de l'autre et c'est non fonctionnel. Donc, dans ce cas-ci, le ribosome, sa job, c'est de les attacher ensemble, mais la protéine ne fonctionne pas encore. Et si on arrête le processus à ce niveau-là, ta protéine ne fait pas le travail. Donc, ton insuline n'arriverait pas à faire baisser ton taux de sucre sanguin après ton repas. Une fois que le ribosome a fait la protéine sous sa forme primaire, évidemment, tu comprends qu'il faut la modifier, la replier. Et c'est là que j'ai besoin du deuxième organite qui s'appelle le réticulum endoplasmique rugueux. Je te l'ai montré tantôt, il est accroché après le noyau et tout ça. Et qu'est-ce qui fait le RER? Ben, ça, c'est à noter, évidemment. Ben, c'est écrit sur le diapo, mais si tu veux l'écrire pour te pratiquer, ça fait déjà une partie de ton étude. Pour moi, il y a deux fonctions essentielles. Il va plier la protéine sous sa forme 3D, sa forme tertiaire. Donc là, ça devient fonctionnel. Et il y a une deuxième fonction. À l'intérieur du réticulum endoplasmique rugueux, il y a des enzymes qui vont permettre de modifier ou d'ajouter des molécules chimiques sur la protéine. Donc, il y a des enzymes qui ajoutent des groupes d'atomes ou des petites molécules sur la protéine. Ça va complètement changer la fonction de la protéine. Je te donne un exemple. Ta protéine, tu pourrais y ajouter un morceau de sucre qui deviendrait donc une glycoprotéine. Tu peux y ajouter un petit groupe méthyle, CH3, c'est pas à retenir. Ça change complètement la fonction de la protéine. Et c'est pas dit clairement dans le cours, et je ne l'ai pas fait clairement, mais je vais reprendre ça différemment. Dans le fond, je pourrais te dire qu'il y a deux façons de changer la fonction d'une protéine pour l'instant. Évidemment, selon le type de gène que je vais utiliser, donc selon l'information génétique qui est dans le gène, le ribosome ne va pas accrocher les mêmes acides aminés. Le gène numéro 1, ça donne l'information au ribosome pour dire, ben, prends, mettons, une valine, une thréonine, une autre thréonine, peu importe, ça fait l'insuline. Si je veux faire un transporteur X, bien là, je vais dans le gène du transporteur X, et là, c'est plus la même information. Là, le ribosome va avoir de l'information qui va dire, ah, ben là, il faut que je prenne, mettons, une isoleucine, tel acide aminé. Donc, quand je vous dis que c'est une recette à protéines, bien, plus concrètement, selon la protéine, ça dit quel acide aminé tu dois utiliser, et c'est ces acides aminés-là, dans le bon ordre, qui donnent la fonction de la protéine. En d'autres mots, comment je peux modifier la fonction d'une protéine? Bien, je modifie l'ordre des acides aminés à coller ensemble. Et qu'est-ce qui fait que je modifie l'ordre? Bien, il peut y avoir des mutations, des erreurs, mais chez une personne en santé, c'est le gène qui va dire, donc le gène qui est ici, qui dit quel ordre, quel acide aminé. En d'autres mots, le gène 1, si je prends le gène 2 à la place du 1, bien, ça change la fonction de la protéine. Ce n'est pas la même protéine, évidemment. L'autre façon, et ça va peut-être te surprendre, je prends une protéine avec exactement la même séquence linéaire primaire. Donc, dans ce cas-ci, même fonction quand je vais la plier, sauf que le RER, quand il applique, même forme, mais si j'ajoute un groupe de molécules, ça change complètement la fonction. Fait que je suis en train de te dire qu'une protéine avec la même séquence, qui vient du même gène, même séquence d'acides aminés, le RER a le pouvoir de modifier la même protéine. Je peux modifier sa fonction selon la sorte de molécule que je rajoute. Je rajoute un CH3, un glucose, ou je ne mets rien dessus, c'est trois fonctions différentes. Là, c'est pas à retenir, mais on appelle ça des modifications post-traductionnelles qui sont après la traduction. C'est pas important, c'est juste pour dire, ben, c'est pas juste au niveau génétique qu'on va avoir un impact sur la fonction. Je peux avoir un impact au niveau du RER. Okay? Donc, à retenir pour l'examen, très important, le RER permet de la plier sous sa forme tertiaire, donc la protéine devient fonctionnelle. C'est vraiment en sortant de là qu'elle est fonctionnelle. Puis en plus, le RER peut modifier chimiquement la protéine en ajoutant des petits groupes de molécules pour modifier au besoin la fonction. Maintenant, ta protéine, quand elle va quitter le RER, c'est pas fini. Je dois faire une étape finale pour la rendre sous sa forme vraiment finale. Je dois aller dans l'appareil de Golgi, le complexe golgien. Mais là, le Golgi, si tu te souviens de l'image de tantôt sur le schéma anatomique, il est loin. Fait que là, quand le ribosome est accroché après le RER, la protéine va tomber du ribosome dans le RER direct. Je n'ai pas besoin de système de transport.
Mais là, le Golgi, au point de vue cellulaire, c'est comme à des centaines de kilomètres, on va dire, là, pour avoir une image du lieu de production. Donc, ça me prend un système de transporteurs. On les a vus tantôt. Et là, tu fais attention, il y en a deux sortes, puis ils n'ont pas le même nom. Donc, c'est la vésicule de transport. Il ne faut pas la mélanger avec la vésicule de sécrétion. Donc, entre le RER et Golgi, c'est la vésicule de transport. Sa job, c'est qu'elle va être formée, cette vésicule-là, à partir du réticulum endoplasmique rugueux. Elle va prendre la protéine qui a été pliée ou au besoin modifiée au point de vue chimique et elle va l'incorporer à l'intérieur de la vésicule et la vésicule va se détacher du RER, se déplacer vers Golgi et là, on va donner la molécule, la protéine à Golgi. Golgi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire plusieurs choses. Il peut aussi, là, comme c'est difficile pour moi d'écrire avec le crayon de la tablette, je vais faire un copier-coller comme ça avec la flèche, deux petites lignes comme ça pour dire la même chose. OK? Donc, Golgi peut aussi avoir des enzymes qui ajoutent des molécules sur la protéine et qui va modifier la fonction de la protéine au final. Donc, on comprend bien que ce n'est pas les mêmes enzymes que le RER, c'est des enzymes différentes, mais qui peuvent finaliser le travail. Donc, les premières molécules ajoutées par le RER permettent d'avoir certaines fonctions. Puis si Golgi ajoute d'autres molécules, bien, ces fonctions-là vont être modifiées également. Ça se fait des fois non, ça dépend de la sorte de protéine qu'on veut faire. Mais surtout, ce qui est unique à Golgi, parce que c'est une fonction un peu similaire au réticulum endoplasmique rugueux, mais ce qui est très important de comprendre avec Golgi, puis souvent dans ton livre, ils vont te dire on livre, on emballe la protéine, c'est un UPS ou un pyrolator. C'est un système de livraison, c'est Golgi qui a le pouvoir d'envoyer la protéine vers sa destination finale. Et c'est là qu'il va fabriquer une deuxième sorte de vésicule qui s'appelle la vésicule de sécrétion. Sécrétion pour sécréter, libérer. Et la vésicule de sécrétion, il y en a comme trois sortes, dépendamment de la destination finale. Fait que Golgi va fabriquer des vésicules avec des molécules un petit peu différentes au niveau de la vésicule, ce qui fait que la vésicule va changer de destination finale. Une protéine, il y a juste à trois endroits que tu peux l'envoyer. Donc, tu peux l'envoyer à la membrane cellulaire si c'est un récepteur, par exemple, ou un canal, ou un transporteur. Tu peux la garder dans le cytoplasme, et très souvent, ça devient un lysosome, mais ça, c'est un détail, c'est pas grave. Donc, ça reste dans le cytoplasme, la vésicule traîne là avec ses protéines, puis quand tu en as besoin, tu les utilises. Et parfois, elle va envoyer sa vésicule à l'extérieur. Donc, elle va expulser à l'extérieur de la cellule la protéine finale. Et évidemment, tu ne fais pas les trois. Ça dépend de la sorte de protéine. Fait que si je reviens à mon exemple, tu voulais faire de l'insuline qui va quitter le pancréas, aller dans le sang puis agir sur différents organes de ton corps pour baisser ton taux de sucre sanguin. Bien, ici, clairement, Golgi, dans le cas de l'insuline, va faire une vésicule de sécrétion qui va envoyer la protéine à l'extérieur de la cellule. Si c'est un exemple de protéine de transport, une protéine canal pour déplacer, exemple, du sodium vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule, peu importe, bien, c'est toutes les mêmes étapes, sauf que l'étape finale de Golgi, la vésicule de sécrétion, va déplacer la molécule, donc la protéine, à la membrane cellulaire pour que celle-ci reste accrochée à la membrane. Si au contraire, tu veux former des enzymes digestives dans le lysosome, la vésicule de sécrétion reste dans le cytoplasme pour évidemment, être utile au moment venu, quand on a besoin de digérer certaines molécules. Alors, tout ce que je viens de dire, finalement, c'est résumé ici. La fabrication d'une protéine, vous avez toutes ces étapes-là qui sont noir sur blanc, c'est pas mal la même chose. Donc, si vous avez compris ce que j'ai fait au tableau blanc, vous avez un petit aide-mémoire. Donc, si vous êtes capable de m'expliquer ça à peu près dans vos mots, comprendre les différentes nuances entre les étapes, on est parfait pour l'examen. Et pour terminer la capsule, ben là, je change un peu de sujet. C'est beaucoup plus simple. La partie plus difficile, je viens de la faire. Le reste, ça va aller de soi, donc je vais passer un peu plus vite. J'ai parlé de temps en temps du cytosquelette. J'aime beaucoup cette image. C'est beaucoup plus clair que ce que j'ai dessiné. Vous avez une portion de la membrane cellulaire ici qui était agrandie. Et quand vous faites un agrandissement, vous voyez le cytosquelette. Tous les fibres bleues, jaunes et vertes, c'est différents éléments du cytosquelette qui, ici, on voit très bien là, la membrane cellulaire que je pointe avec la flèche. Ça, c'est la membrane. On voit très bien
qu'elle est appuyée sur l'ensemble de réseaux de protéines comme ça en forme de filament. C'est ça ton cytosquelette, c'est comme ta charpente cellulaire. Pas de cytosquelette, je vous disais que la membrane pourrait s'écraser sur elle-même, effectivement, donc très très important. Alors je veux que tu visualises que le cytosquelette finalement c'est un réseau de protéines allongées, tubulaires, comme des petits tubes ou des filaments de spaghetti, peu importe, de différentes tailles, mais tout ça fait comme une espèce de grosse toile d'araignée, de réseau très complexe, dont les molécules vont interagir ensemble, et ça me permet comme ça de supporter le poids ou la membrane cellulaire. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce cytosquelette ou ce réseau protéique-là peut se réorganiser, se déplacer, ce qui va avoir un impact sur la forme de la membrane cellulaire. Entre autres, on verra que pendant la mitose, la cellule va réorganiser son cytosquelette et ça va changer de nom, ça s'appelle un fuseau de division. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu d'avoir les éléments les éléments du cytosquelette sous la membrane comme ça, quand tu fais de la mitose ou de la division cellulaire et tu veux reproduire la cellule en 2 nouvelles cellules identiques, dans le cas de la mitose, bien, ton cytosquelette, au lieu d'être comme ça, il s'aligne sous, il va prendre une structure verticale comme ça, et ça va permettre de déplacer les chromosomes du point central vers les 2 extrémités. On verra ça dans la mitose, pas important pour l'instant, mais tu comprends que le cytosquelette n'est pas fixe, il peut se déplacer selon les besoins de la cellule, et quand vous allez voir le terme fuseau-division, qu'on va beaucoup parler éventuellement, bien, tu comprends que c'est le cytosquelette qui a juste pris une nouvelle forme pour la division cellulaire. Mais tant que la cellule ne se divise pas, ça reste un cytosquelette classique, ce qui est illustré ici. Donc, on pourrait déjà dire que le cytosquelette a une fonction importante dans la division cellulaire pour déplacer les chromosomes, donc l'ADN super enroulé. Parfait. Les autres fonctions, je les ai vues précédemment, donc je repasse plus vite. Là. Maintient la forme de la cellule, on le voit très bien ici. Si elle a une forme ronde, il s'organise de façon particulière. Forme allongée, il se réorganise d'une autre manière. Soutien des structures, c'est correct, c'est une généralité. Renforce les jonctions entre 2 cellules, c'est correct. Les 2 cytosquelettes peuvent s'appuyer un sur l'autre, donc les membranes vont se maintenir en place. Ça va également. Donc, ça va. C'est un peu moins important pour moi, cette fonction-là, mais je l'ai mentionné, là, donc vous êtes au courant, bien sûr. Plus en détail, ton cytosquelette, ben, je l'ai fait dans le code de couleur ici. C'est 3 protéines qui ont un peu des fonctions différentes, mais qui se ressemblent un petit peu. Donc, vous avez un tableau un peu compliqué avec beaucoup d'informations dans le manuel. Moi, je les ai résumées en couleur ici. Si tu veux plus de détails, regarde ton tableau, donc qui est tableau 4.3 à page 133, mais si tu contrôles ma diapo, c'est suffisant. Okay? En vert, en brun et en bleu, 3 types de protéines qui forment le cytosquelette, donc les 3 s'attachent ensemble. Première des choses, les vertes, c'est les plus petites. Donc, c'est ce que j'appelle les microfilaments. Micro veut dire petit. Tu fais attention quand même, microtubule veut dire petit aussi, mais filament, c'est plus petit qu'un tubule. Donc, OK, microfilaments, petit, petite taille. C'est surtout eux autres qui vont donner la forme à la cellule, ronde, allongée, peu importe. On parlait tantôt qu'au niveau de la membrane cellulaire, exemple, cellule intestinale peuvent faire des petites bosses comme ça qu'on appelle des villosités, microvillosités. Bien, c'est ces microfilaments qui vont prendre une forme différente. En fait, au lieu d'être allongés, ils vont faire comme une espèce de pic comme ça. Et ça permet de changer la forme de la cellule, former une microvillosité. C'est eux autres, c'est leur fonction. Toujours dans le cytosquelette, vous avez des filaments intermédiaires. Eux autres, c'est les moyens. Ils sont plus gros que les filaments, mais plus petits que les tubules. Et c'est vraiment de maintenir la structure cellulaire, de la maintenir en place. Elle supporte le poids de la cellule, renforce les jonctions entre les cellules qu'on a vues. Donc, c'est vraiment un rôle de soutien, si on voudrait résumer ici. On soutient, on maintient la cellule sur sa forme normale. Les microtubules, c'est les plus gros. Donc, c'est vraiment ça qui renforce la cellule en termes de rigidité. Ça donne donc une plus grande rigidité à la cellule. Elle est plus rigide, plus solide. Je l'ai dit tantôt, c'est les microtubules qui se réorganisent pour faire un fuseau-division et déplacer les chromosomes pendant la division. Donc, évidemment, les microfilaments et les filaments intermédiaires restent en place. La cellule garde sa forme, elle se maintient. Il ne faudrait pas qu'elle se brise. Mais c'est les microtubules qui vont permettre le déplacement des chromosomes pendant la division cellulaire. Ça rend la cellule plus rigide. C'est les plus gros. Et le point ici, il est nouveau, je n'ai jamais parlé, il faut le savoir. Ça déplace les organites et les vésicules. Donc, tantôt, je fais un lien avec tantôt. En bleu, ici, c'est des microtubules. Quand je vous disais que j'avais des vésicules de sécrétion avec l'insuline ou d'autres protéines que je veux sécréter à l'extérieur, je partais de Golgi,
qui fait la bonne vésicule de sécrétion. Comment ça se fait qu'elle peut se déplacer vers la membrane? Bien, elle va littéralement glisser sur le chemin en bleu ici. C'est comme une voie ferrée qui déplace un train ou une rail de métro ou de tramway qui déplace le véhicule. Le microtubule déplace le véhicule, donc dans ce cas-ci, la vésicule de sécrétion, et il va l'amener à la membrane, et c'est là qu'on va relâcher les protéines à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand on parle de cytosquelette, on est très dans le rôle passif de soutien, de forme et tout ça, et pourtant, on permet le déplacement de certains organites, comme je viens d'en parler avec les vésicules, ou même des chromosomes pendant la division cellulaire. Donc, c'est un peu comme un trajet, un chemin qui permet de faire glisser ces vésicules, ces chromosomes d'un point A au point B. Et je termine avec le centrosome. En fait, c'est quoi un centrosome? C'est un complexe de 2 centrioles. Un centriole, c'est une espèce de structure en forme de baril comme ça, qui est accroché avec un deuxième, souvent à 90 degrés perpendiculaire comme ça. Et quand les 2 centrioles sont accrochés ensemble, on parle de centrosome. Le centrosome est important pour une chose, ça sert de point d'attache au cytosquelette pendant la division cellulaire. Donc, sinon, tu t'en sers pas vraiment. L'idée, c'est que pendant la division cellulaire, tu vas former un faisceau de division. Ton cytosquelette avec les microtubules se réorganise, je l'ai dessiné tantôt. Ça permet le déplacement du chromosome. Mais ce qu'on pourrait ajouter dans les notes ici qui n'est pas clair, c'est que le centrosome, tu peux ajouter ça, donc, ça va permettre d'attacher ou fixer, comme tu veux, le cytosquelette, tout simplement. C'est un point d'ancrage du cytosquelette, puis je vais le dessiner après. Donc, exemple, si je dessine une cellule dans le coin ici, le gros rond que je fais ici, c'est un centrosome. J'en ai un autre à l'autre extrémité. Et ce qui va arriver pendant la division cellulaire, vous allez voir que les centrosomes vont se déplacer vers les extrémités de la cellule comme ça. Quand je dis que c'est un point d'attache ou une angle pour le cytosquelette, bien oui, on va réorganiser le cytosquelette, mais il ne tient pas dans le vide. Donc, le cytosquelette va se réorganiser en partant d'un point d'attache, le centrosome, mettons ici, et il va tout simplement s'attacher au deuxième point d'attache. Ça permet de le maintenir en place, et chaque microtubule du cytosquelette va faire ça comme ça. Et c'est là-dessus qu'on pourra déplacer l'ADN ou les chromosomes, si vous préférez, du point A, du point B, peu importe. Ça va permettre le déplacement de l'information génétique. Donc, c'est un peu ça la fonction du centrosome. C'est vraiment une fonction qui est surtout, en fait, je dirais qu'ils sont surtout actifs pendant la division cellulaire, mitose ou méiose, que vous verrez dans les prochains cours. Mitose avec moi et méiose bio 3, évidemment, qui est la prochaine session. Donc, pas mal la fin. Les cils microvillosité, je les ai expliqués un petit peu en début de capsule. Donc, le cytosquelette se réorganise pour faire des cils qui sont des plus longs prolongements. Souvent, sert à protéger les voies respiratoires. On a le flagelle ici à côté avec le spermatozoïde. Donc, le flagelle, c'est une modification extrême du cytosquelette qui permet le déplacement du spermatozoïde. Donc, c'est la seule cellule humaine qui peut faire ça. Microvillosité, ça fait des espèces de petites bosses, généralement à la surface de la cellule. Ça améliore d'habitude la surface d'absorption, donc on va en avoir particulièrement au niveau intestinal où on absorbe l'ensemble des nutriments que vous avez mangés, digérés. Donc ça vous donne un peu une idée. Deux choses ici, comprenez un peu les fonctions différentes. Flagelle, déplacement, cils dans les voies respiratoires protège, microvillosité facilite la digestion, l'absorption des nutriments. Mais surtout, vous comprenez que c'est le cytosquelette qui s'est réorganisé. Donc, chez une cellule normale, ça serait plus une forme lisse comme ça. Si les microtubules et compagnie prennent une forme plus allongée, un à la suite de l'autre, ça peut faire des cils ou des microvillosités qu'on voit ici. C'est un peu le même principe, c'est juste qu'ils sont plus courts. Et bien sûr, on peut en faire à un endroit très spécifique de façon très allongée pour faire une espèce de queue qui va pouvoir bouger, si vous voulez, sous forme, s'il y a de l'ATP, donc ça pourra bouger, onduler pour permettre le déplacement du spermatozoïde, un peu comme une hélice pour un petit bateau, là, une petite chaloupe. Donc c'est le même principe, c'est ce qui va permettre de se déplacer vers l'ovule pour la féconder, ou l'ovocyte. Et si on veut se pratiquer un petit peu, donc 2 petits exercices. Le premier ici, c'est très facile. Si vous avez écouté la capsule,
Je vous demande quelle fonction des lysosomes. Je regarde son choix de réponse. Donc, digestion intracellulaire, ça me va. Cytosquelette, il sert à quoi? Peut déterminer, entre autres choses, la forme de la cellule. Le réticulum endoplasmique lisse, on a vu que c'était, entre autres, pour détoxifier la molécule. Maintenant, il y a une autre fonction qu'on n'a pas mentionnée puis que vous allez apprendre ici. Le réticulum endoplasmique lisse est également capable de stocker du calcium. Donc, ça va. C'est nouveau. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'exercice ici. La mitochondrie faisait quoi? Production d'énergie ou d'ATP. Le ribosome permet la production de protéines. Là, des fois, vous mélangez avec Golgi. Oui, mais Golgi est impliqué. Oui, mais la synthèse, ça veut dire fabriquer la protéine. On attache les acides aminés, c'est vraiment le ribosome. Alors que Golgi, je reprends l'appellation de votre manuel, on emballe les macromolécules. Dans tous les livres de bio, on utilise ce terme-là. Moi, ça m'achale énormément dans le sens où je trouve que c'est abstrait pour beaucoup d'entre vous. Emballer, biologiquement, disons les vraies choses, ils disent emballer pour vous aider, mais la vraie chose, c'est la formation de la vésicule de sécrétion. Donc, Golgi emballe la macromolécule. C'est pas très spécifique. Moi, c'était mon examen, je vous dis tout de suite, je serais plus précis que ces fonctions-là. Je vous dirais quelque chose comme qui fait la vésicule de sécrétion pour emballer, mettons, la protéine, sa forme finale, ou vers sa destination finale, là, ça colle plus au cours, c'est Golgi, évidemment. Donc voilà, mais c'est pas très compliqué, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait, donc voilà pour ça. Ici, je le saute, c'est exactement ce que j'ai fait au tableau blanc. C'est d'ailleurs le même exemple que j'ai utilisé, produire de l'insuline. Donc, selon la sorte de protéine qu'on met dans l'exercice, c'est juste la destination finale qui change. Soit à la membrane, soit à l'extérieur, comme dans le cas de l'insuline, ou si je mets une enzyme dans le cytoplasme, ça reste dans le cytoplasme. Mais toutes les autres étapes, à partir de l'ADN, de l'ARN, RER et compagnie, restent la même. Donc, je ne le refais pas. Moi, ce que je demande, c'est étudier bien la capsule. Quand vous avez avancé dans votre étude, faites l'exercice de mémoire sans regarder dans vos notes. Êtes-vous capable de faire toutes les étapes et tout? Vous refaites ça quelques fois à la main et ça devrait être facile. Après, ça se mémorise assez bien. Deuxième point, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce que le cytosquelette a un rôle à jouer pendant la sécrétion de l'insuline? Donc, c'est une question un peu détournée. La réponse est oui. Déjà, si on vous dit si oui, ça vous piste un peu, mais si je dis oui et justifier votre réponse, justifier, ça veut dire expliquer pourquoi vous me dites oui. Oui, effectivement, parce que la vésicule de sécrétion qui déplace la protéine, elle va se déplacer sur le cytosquelette, ce que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Donc, pas de cytosquelette, la vésicule ne peut pas se déplacer tout simplement. Sur ce, ça complète la partie sur la biologie cellulaire. Donc, c'est la séquence 3, partie 1 qu'on vient de terminer. Alors, je vous souhaite une très bonne étude et au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule.